Lundi 14 avril, mon nom est Martin Simon, Simon avec un C, et il me fait plaisir de vous souhaiter la bienvenue à un autre épisode du F1 Podcast. Aujourd'hui, c'est le retour sur le week-end de course qui se déroulait du côté du Sakir au Bahreïn, et on débute maintenant avec la journée de samedi. Il est maintenant temps d'accueillir notre collaborateur, j'allais dire notre collaborateur du lundi, parce qu'aujourd'hui, tu seras collaborateur du lundi, mais normalement, c'est le vendredi qu'on a la chance de parler avec François Goulet. Situation particulière, on vous en avait parlé, on avait annoncé aux auditeurs, mais plutôt Kevin avait fait l'annonce aux auditeurs. Il y a je- Ça doit faire, en tout cas, ça peut pas faire plus que 9 mois qu'il avait fait cette annonce-là, comme quoi qu'il y aurait un ajout à sa petite famille. Et aujourd'hui était le grand jour. Donc, Kevin Fontaine ainsi que son épouse, l'épouse de Kevin, ont donné naissance au petit Kylian en après-midi. Donc, c'est pour ça qu'on reçoit François Goulet en remplacement que Kevin. François Goulet qui est analyste, qui fait la description des courses de Formule 1 à la GTCQ.tv. Il est aussi un pilote de la team FSR dans la division élite. François Goulet, bienvenue au F1 Podcast en remplacement de Kevin Fontaine. Merci beaucoup, Marty. Bonjour à tous. Ça fait, c'est le fun de pouvoir analyser une course après. C'est la première fois que j'ai la chance de faire ça. J'espère le faire aussi bien que Kevin. Félicitations à Janie et Kevin aussi pour le jeune Kélian. Donc, on a une fin de semaine quand même haute en couleur. Donc, je suis très heureux d'être avec toi ici et de pouvoir faire cette analyse-là. Ben oui, puis en plus, normalement, ben, le vendredi, on joue à deviner le futur, même si on se prend pas Mhm. trop au sérieux puis on se lance pas trop dans les prédictions, on le fait à la fin pour plus pour s'amuser puis plus pour se prouver qu'on se trompe souvent. Ça le remémorer. Mais en même temps, de le faire le lundi, ben, c'est différent parce que là, c'est ça, on a le temps d'être dans le concret puis de voir ce qui s'est passé. Donc, c'est toujours plaisant. Donc, je suis persuadé que tu vas aimer l'exercice et que tu vas être très bon aussi. Ça va être le fun d'entendre ton une analyse à travers tout ça. On l'a dit, félicitations à Kevin, félicitations à la famille Fontaine qui s'agrandit. On est content de t'avoir avec nous aujourd'hui. Une autre personne qu'on est content d'avoir avec nous, une entreprise plutôt, ben, c'est l'entreprise québécoise Descoeurs Incorporée qui présente cet épisode du F1 Podcast. Pour ceux qui se demandent, c'est quoi qu'ils font eux autres dans la vie Descoeurs Incorporée? Ben, c'est une entreprise québécoise spécialisée dans le monde des escaliers, dans le fond, tout ce qui concerne la conception d'escaliers. Vous pouvez contacter Descoeurs Incorporée qui va vous offrir un service sur mesure et un service humain. Si vous êtes de Laval à Tremblant, ben, il y a possible de faire affaire avec eux pour avoir une installation à domicile. Tu le disais, on a eu un week-end haut en couleur dans plusieurs sports hein, aussi. On est occupé. Tu m'as envoyé un petit message avant que le podcast commence. Tu me dis, Martin, ça te dérange-tu? J'aimerais ça arriver juste après la fin du Master. Là. On est en train d'écouter le tournoi des maîtres. Puis là, ça faisait mon affaire parce que j'étais sur le bord de t'envoyer un texte. Je regardais l'heure. Je dis, ah, peut-être que ça va défoncer. J'avais envie de voir Rory McIlroy remporter son premier veston vert et ça a été fait. On a eu la chance de voir ça juste avant de commencer à enregistrer. Tout à fait. C'est félicitations à McElroy. On n'est pas un podcast de golf, mais quand même, je pense qu'il y a beaucoup d'amateurs de course qui sont également amateurs de golf. Fait que fin de semaine, autant en couleur côté sport, mais il y avait aussi NASCAR à Bristol, Formule Indy à Long Beach. Donc tout ça mis ensemble, ça fait une fin de semaine vraiment haut en couleur. Puis hey, avant qu'on aille plus loin, Marty, je veux faire rapidement. Tu as parlé des cœurs, mais dans la région de Québec, il y a un petit cœur à moi que c'est son anniversaire aujourd'hui, le 14. Marianne Vézina, je te souhaite joyeux anniversaire. Je m'ennuie beaucoup de toi, puis où que tu sois, j'espère que tu vas écouter ce podcast-là, que tu vas en profiter, puis tu vas devenir une suiveuse du F1 podcast. Alors, bonne fête, Marianne Vézina, aujourd'hui, le 14. Ben oui, bonne fête à Marianne Vézina. On en a eu il s'en passe des affaires aujourd'hui. Il y en a Ah, tout à fait, incroyable. des dossiers et tout ça. Puis en même temps aussi, je l'ai mentionné, on a atteint sur la page Facebook 9000 followers du F1 Podcast. Vous êtes maintenant 9000 à nous suivre. Il n'y a pas si longtemps que ça, on annonçait que on avait franchi la marque importante des 5000 abonnés. Maintenant, on est déjà rendu à 9000 à peine, je ne sais même pas si ça fait un mois de ça. Donc, à l'image du sport qu'on aime tant et qu'on aime décrire et analyser, bien, ça file à toute allure les abonnés sur F1 Podcast. Il y en a de plus en plus qui arrivent, qui rentrent à pleine porte. Venez rejoindre cette grande communauté-là de gens.
On en a de tous on en a de très connaisseurs, on en a qui commencent, puis je trouve ça le fun de voir le mariage entre tout ce beau monde-là, les belles conversations que ça donne. Très intéressant. C'est sûr qu'il y a du travail à faire pour garder cette communauté-là propre. On le sait que c'est pas facile avec les réseaux sociaux, sauf que je suis surpris. Je suis surpris de voir à quel point on est capable, à 9000, d'avoir des gens de qualité, c'est vraiment autant les auditeurs qui nous envoient des messages, qui participent au podcast. C'est vraiment le fun. C'est vraiment plaisant d'échanger avec ces gens-là. Je sais que tu as eu la chance, toi aussi, au cours de la dernière année, là, d'avoir des belles discussions avec quelques-uns d'entre eux. Puis c'est toujours le fun. Tu m'en parles, toi aussi, là. Mhm. C'est vraiment le fun, là. Les gens sont respectueux, connaissants, donc c'est une belle communauté là, qui se bâtit. Puis continuer à aimer, à partager, c'est ce que je vais tenter de faire de plus en plus aussi de mon côté là, avec C'est mes connaissances, parce que j'en parle à des gens ces temps-ci, écoutez ça, écoutez ça. Il y en a qui s'introduisent à la F1, donc c'est le fun d'apporter là, beaucoup de gens à cette communauté-là. Ouais, beaucoup de nouvelles personnes qui s'intéressent à la F1. C'est ça qui est intéressant, d'ajouter ça, d'avoir des conversations. Puis le monde, comme je le dis pas assez souvent, mais je le redis, n'hésitez pas à nous écrire. Si vous avez des questions, là, par le Mhm. Messenger, l'adresse courriel F1 podcast en un mot à commercial gmail.com. N'hésitez pas à nous écrire si vous avez des questions sur quoi que ce soit. On juge pas les gens, on juge pas les gens, je veux dire, on juge pas les questions. Puis même souvent, ça nous donne un indicatif qu'on devrait prendre ça et l'apporter au podcast. C'est quelque chose qui a peut-être pas été clair ou qui a peut-être été mal expliqué tout simplement. Donc à ce moment-là, nous autres, ça nous donne aussi c'est une façon d'avoir un recul puis de voir aussi ce qui se passe du côté lorsque les auditeurs écoutent. Il y a aussi sur Spotify, hein, vous pouvez maintenant ajouter des commentaires. On est sur YouTube, vous pouvez aussi commenter. Je lis tous les commentaires puis je prends le temps de répondre bien sûr, lorsque c'est pertinent d'avoir une réponse. Puis vous pouvez même participer à un sondage à tous les épisodes maintenant. Donc, on commence toujours avec la journée du samedi. On ne dérogera pas de nos bonnes habitudes parce que Kevin n'est pas là. On ne mélangera pas personne. François, je sais que tu es un habitué du podcast, même en version, tu l'écoutes sur la route ou au travail ou ces choses-là. Donc, tu sais un peu comment ça fonctionne. Journée de samedi, Religieusement. religieusement, ben, c'est ça qu'on veut entendre. C'est ça qui est important. On regarde la journée de samedi à Bahreïn. Ça a été, on s'attendait à une bonne séance de qualification. Excuse-moi, on a mis la table ensemble. Beaucoup de la misère. Ça va passer. Tout à fait. Vendredi, on a mis la table ensemble sur ce que ça aurait l'air. Ça n'a pas déçu. Hein, c'est un circuit que j'apprécie beaucoup. C'est la même chose pour toi. Ça donne droit à des beaux dépassements. Ça donne aussi droit à des beaux tours de qualification, à des bonnes séances. C'est technique, le circuit de Bahreïn. Ça file à toute allure. Il y a des virages lents aussi où ce qu'on doit absolument maîtriser la voiture de façon assez chirurgicale pour être capable de ne pas en payer le prix, en payer très cher. Il y a aussi le fait, on l'a mentionné, les points de freinage sont durs à négocier. Il y a aussi le facteur qu'il faut garder des pneus tout au long d'un tour complet, comme à tous les endroits sur le calendrier, mais c'est encore plus vrai à Bahreïn. C'est facile d'utiliser tous tes pneus dans le secteur 1, dans le secteur 2. Arrivé secteur 3, ça ne tient plus. Puis à ce moment-là, ben, ton temps n'est pas compétitif parce que tu n'as pas réussi à tout coller les morceaux ensemble. C'est ce que ça nous a donné dans la journée de samedi. J'ai apprécié le spectacle des séances de qualification. Jusqu'à maintenant, depuis le début de la saison, toutes les séances sont intéressantes puisqu'il y a une parité en Formule 1. Bien sûr, les McLaren, on peut les mettre dans une forme de classe à part, mais on ne peut pas s'endormir du côté de l'équipe Orange Papa. Et s'il suffit qu'on lève le pied sur l'accélérateur, une petite erreur de coup de volant, et puis on peut se retrouver plus loin sur la grille, comme pourrait en témoigner Lando Norris, qui a un peu il a échappé gros en fin de semaine. On va commencer par lui, si tu le veux bien. Après ça, à tout seigneur, tout honneur, on en reviendra à Oscar Piastri, qui encore une fois a fait un très bon week-end au complet, là, une très belle journée de samedi. Mais Lando Norris, as-tu été déçu un peu que le Lando 2.0 ressemble un peu à la version originale qu'on avait dans les dernières saisons, là? C'est-à-dire qu'il y a beaucoup trop d'erreurs dans son jeu. Ben, je m'attendais vraiment à mieux de Lando Norris en qualif, ça c'est certain. On parle que McLaren est l'écurie favorite, mais c'est pas une écurie qu'on peut qualifier de dominante. C'est pas comme Mercedes à l'époque ou Red Bull dans les belles années, là, il y a pas très longtemps. Donc, moi, j'avais parlé, je crois, peut-être Norris en deux. Je m'attendais vraiment à un doublé McLaren, peu importe là, dans quel ordre. Et que Norris se retrouve en sixième position, ben, j'étais étonné. En même temps, on a vu qu'il y a beaucoup de choses qui sont passées pendant les qualifs qui ont comme qui dirait Déstabilisé. c'est ça, déstabilisé beaucoup de pilotes. Soit il y en a qui ont, là, on parle pas juste de Norris, mais qui ont juste eu un bon tour sous la main, donc qui n'ont pas eu la chance de faire deux bons tours des fois. Donc c'était dur de vraiment de coller toutes les pièces du puzzle dans un tour de qualif en fin de semaine, autant pour Norris que d'autres, mais Norris en a souffert et ça m'a grandement étonné. Tu mentionnais, on ne peut pas les qualifier de dominantes Mhm. comme écurie.
c'est en partie à cause de quoi qu'on peut pas faire ça encore? Est-ce que tu te fies simplement à la performance de la voiture ou tu te fies plus au travail qui est effectué par les pilotes? C'est à cause que, ou que ça serait un des deux qu'il faudrait qu'il fasse mieux pour être capable de dire que c'est une écurie dominante, comme dans le temps, Lewis et Rosberg, où on avait une très bonne voiture, mais on était capable de saisir les opportunités. Est-ce que c'est ce côté-là qui fait que ça ou c'est simplement au niveau performance de l'écurie, tu considères pas McLaren comme une force dominante? Ben, en fait, mettons, là, j'utiliserais le terme dominant dans le fait qu'ils ont vraiment une coche au-dessus des autres en termes de performance. Oui, Mhm. c'est une voiture qui, je crois, est mieux équilibrée que toutes les autres et elle a un peu les atouts pour être bonne dans n'importe quel type de circuit. Par contre, il faut que les pilotes livrent la marchandise. Donc, les Mercedes, les Ferrari sont pas très loin et les Verstappen sont pas très loin non plus parce qu'on a vu en fin de semaine, Verstappen avait une voiture qui était un peu houleuse. Écoute, il l'a quand même mis en septième, mais tu sais, McLaren n'a pas une voiture qui se détache autant du peloton que les autres qu'on a vus dominants, exemple Ferrari à l'époque, Williams, et là on parle de Mercedes dans les années 2010 et Red Bull dans les années 2020. Donc, c'est là où je veux en venir que si les pilotes ne font une petite erreur, les autres sont vraiment pas loin pour aller prendre leur place, comme les Mercedes et les Ferrari. Ouais, moi, ce qui m'a surpris de ce week-end-là, là, OK, on n'est pas au même moment, on est plus tard, mais il y a pas un pilote, pas une écurie qui a battu le meilleur temps des essais de Carlos Sainz. As-tu été surpris de ça? Je comprends, tu sais, le facteur température, on n'est pas au même moment de l'année. Des fois, mais quand même, que je me dis, le tour le plus rapide, là, si Carlos Sainz avait fait le tour qu'il a fait lors des séances d'hiver, là, lors des pratiques, il y aurait eu la pole. Bien, moi, je pense que c'est vraiment dû à probablement l'environnement extérieur à ce moment-là. Oui, c'est ça. C'est pas parce qu'on a décidé d'être moins vite, bien sûr, mais les pneus aussi. Pirelli qui a emmené les gommes les Probablement le plus type de tendres. gomme, ben oui. Ouais, ça, c'est quelque chose que. Moi, j'ai été surpris, là, on va en venir plus tard, de voir à quel point que, malgré que la gomme médium était la gomme tendre de la saison dernière, il y a autant de pilotes qui ont décidé de se garder des gommes tendres autant d'écuries qui ont visé la gomme tendre pour le Grand Prix de dimanche. Mais en tout cas, ça, c'est quelque chose à voir. J'avais dit à tout seigneur, tout honneur, puis je veux pas passer sous le silence, l'excellent travail d'Oscar Piastri. On pourrait dire l'excellent début de saison d'Oscar Piastri, ne serait-ce qu'une petite erreur en Australie, puis une petite erreur de mémoire, c'est au Japon qu'il avait fait un petit quelque chose ou dans la sprint, en tout cas. Peut-être deux erreurs depuis le début de la saison qui ont coûté des points, sauf que là, il saisit ses opportunités. Je trouve que il, il a pris un autre niveau, là, Oscar Piastri, là. J'ai failli lui donner même le pilote des cœurs de la fin de semaine. On n'est pas encore là dans les nominations, là, mais Non. je peux déjà te dire qu'il est dans les candidats, là, parce que Oscar Piastri, il montre qu'il était capable d'atteindre l'autre niveau. Il réussit. Non, maintenant, il contrôle beaucoup mieux ses pneus, comprend mieux ses tours de qualification, même si ça a toujours été un pilote rapide, mais aussi les opportunités. C'est jamais démontré comme un gars nerveux, là, vraiment. C'est un gars qui a pas grand-chose qui. Je sais pas s'il y a quelque chose qui te dérange dans la vie, Oscar Piastri, en tout cas, on l'a pas vu encore. C'est un gars qui est toujours sur le même niveau, même quand il gagne, quand il perd. En tout cas, tu sais, on le sait qu'il y a du caractère, là, il y a le bon caractère. Donc, il y a il y a une bonne attitude pour devenir un champion du monde, je trouve. Tu sais, Oui. il y a quand même un petit caractère et du mordant. Puis là, ce qu'il nous démontre depuis le début de la saison, c'est qu'il y a de la pression. On nous attend pour remporter des grands honneurs cette saison. C'est peut-être ma seule opportunité. C'est triste de dire ça à un pilote si jeune, mais tu vas comprendre où je vais en venir. C'est peut-être sa seule opportunité qu'il va avoir d'être champion du monde. Ça Mhm. fonctionne comme ça dans ce sport-là. C'est pas, ben, dans plusieurs sports, il y a des gens qui gagnent la Coupe Stanley leur première année au hockey, puis ils ont l'impression qu'ils vont en gagner cinq, mais tu y retourneras peut-être jamais avec cette opportunité-là de saisir le grand trophée. Ben, Oscar Piastri se trouve dans cette situation-là. En début de saison, on avait mentionné qu'il se doit d'être meilleur que Norris, au moins dans le chiffre magique des cinq premiers Grands Prix de la saison, pour montrer vraiment qu'il n'y a pas d'histoire à dire que lui soit numéro un. Puis il n'y a peut-être même pas d'histoire à dire qu'on a les deux, on a des chances égales. Lui veut s'établir comme étant le pilote de l'écurie Orange Papaye. J'avais mentionné aussi en début de saison que Mark Webber, son agent à Oscar Piastri, était probablement le meilleur conseiller pour ce type de situation-là. Lui qui l'a vécu chez Red Bull au moment de Sébastien Vettel, au moment où ce que le titre aurait pu se jouer d'un côté comme de l'autre du garage, finalement, on le sait avec le recul que le talent de Vettel aussi était, a eu sa part aussi là-dedans
il a eu son mot à dire là, dans ces décisions-là, mais quand même, Weber a eu à faire face à une écurie qui ne voulait pas nécessairement toujours l'avantager ou qui voulait faire part et donner chance égale aux deux écuries. Puis finalement, il a eu à se battre contre ça. Donc, il est le meilleur pour conseiller Piastri. Depuis le début de la saison, comment tu trouves qu'il répond à tout ça? Ben, très bien. Et en fait, je trouve que Oscar Piastri est un pilote, on dirait qu'il s'améliore de course en course, hein. Il prend les erreurs qu'il fait, il les assimile et il transforme ça en de l'expérience qui peut être extrêmement valable que ce soit en qualif ou en course. Donc, moi, tu sais que je pense j'aime beaucoup Oscar Piastri parce que c'est un pilote qui est combatif, spectaculaire. Écoute, là, c'est quoi? C'est sa troisième année, là? Troisième année, Donc, ouais. On dirait c'est que c'est un ça. vétéran. Donc, tu sais, Oscar Piastri, c'est dur à dire quel est le meilleur pilote en ce moment entre Lando Norris et Oscar Piastri. Et Lando Norris est un pilote établi. Donc, personnellement, Oscar Piastri, c'est la personne que j'aime la plus regarder en course depuis l'année dernière parce que je trouve que c'est un pilote qui est intègre, propre, il n'est pas stressant, il n'est pas stressé et il s'améliore de jour en jour. Donc, je pense que Oscar Piastri a tous les ingrédients pour, oui, aller chercher le championnat cette année. Et tu as raison, c'est peut-être la seule année qu'il va pouvoir. On pourrait appeler ça l'effet Alonso, qui a gagné 2 championnats en début de carrière et ça lui a glissé entre les mains tellement souvent plus tard. Donc, on ne sait jamais quand est-ce que ça peut se reproduire. C'est le moment pour Oscar Piastri d'aller saisir l'opportunité et de compter le plus de points possible. Tu dis comme ça que c'est dur de savoir entre lui et Lando Norris parce que c'est vrai qu'il y a des week-ends où on regarde Lando Norris et on fait comme hey, c'est tout un pilote Lando quand même. Il faut pas Mhm. l'oublier. Il y a du talent. Puis ça, on l'enlèvera jamais. C'est juste que pour devenir champion du monde, il y a des outils de plus que tu as besoin. Sauf que si je te dis aujourd'hui, tu as le droit d'en garder seulement qu'un dans ton écurie, tu prends qui? Oscar Piastri. Puis pas parce qu'ils viennent de gagner. Non, parce qu'il est un peu plus jeune et il est au même niveau que Lando Norris et je crois que mentalement, il est plus solide que Norris. C'est mon Ouais. humble opinion. Je me rappelle pas si tu avais participé à ce podcast-là. Bon, j'avais déjà posé la question aux collaborateurs. Si Max Verstappen, le règne de Max Verstappen prend fin, il n'est plus champion du monde, il gagnera pas. Je dis pas ça, là. On met ça de façon, Hypothétiquement. ouais, hypothétiquement. Moi, j'avais demandé qui va détrôner Max. Qui est le prochain champion du monde en F1? Est-ce qu'il est déjà là ou il n'est pas arrivé encore? Puis là, à ce moment-là, de mémoire, c'était pratiquement unanime que pour moi, c'était Oscar Piastri qui était le pilote qui avait des outils. Je dis pas qu'il les a tous, mais qui a le plus d'outils pour penser à cette alternative-là de dire que si Max n'est plus champion en Formule 1, qui pourrait le battre? J'avais mis que ce serait Oscar Piastri. Est-ce que tu es d'accord Je avec suis ça? plutôt d'accord avec ça, oui. Mhm. Probablement que j'aurais voté la même chose. Je n'étais pas là. C'est peut-être celui de fin d'année que j'ai manqué de justesse parce que ma fille était malade, mais oui, Piastri, je pense que c'est lui qui regroupe le plus de qualité pour ça. Tu sais, Charles Leclerc est très rapide, mais on le trouve un peu bonasse. Mhm. Bon, Hamilton, il est sur la pente descendante. Là, parlons de la relève. Là. Tu sais, Norris, Russell pourrait en être un aussi, mais je pense que Piastri est plus solide que Russell. Donc oui, je vais en ce sens. Et là, on ne parle pas d'Antonelli, là, vu que c'est une Non, recrue, non, là, pas encore, mais mais mettons qu'il serait dans il va peut-être être dans la conversation dans un an ou deux, mais en ce oui. moment, c'est clairement Piastri. Disons c'est prometteur, ce qu'il nous démontre jusqu'à maintenant. Du côté, on parlait de Russell, ben lui, il a eu le deuxième meilleur temps. On l'a dit depuis le début de la saison, on s'en cache pas que Mercedes a probablement la deuxième meilleure voiture du plateau. Ferrari se cherche, Red Bull, clairement, on se cherche aussi. Donc Russell qui réussit à être deuxième sur la grille. Il y a juste Piastri hein, qui a atteint les 1,29, qui a franchi la barre des 1,30. Mais quand même, Russell, on a senti que dans son dernier tour, il est venu repousser les McLaren, les forcer à... Il les aurait peut-être même forcés à commettre une erreur. C'est peut-être ça qui a mis le stress sur Norris, justement, qui l'a empêché de mettre tous les morceaux ensemble. Il avait tellement besoin d'un temps parfait pour avoir sa pole que finalement, ben, tout il a sorti des mains et il n'a pas réussi à le faire. Mais Russell, chapeau à lui, faut que les bottines suivent les babines. Il l'a dit à plusieurs reprises que d'avoir la meilleure voiture. Mais là, tu as la deuxième meilleure voiture du plateau, George. Sépare les McLaren ou il faut que tu sois troisième dans une course. Puis là, il l'a bien fait. Il a aussi trouvé une nouvelle méthode hein, pour réchauffer les pneus. C'est Mercedes qui disait ça, que on avait une certaine technique lors du dernier Grand Prix. Finalement, George a voulu faire sa technique à lui, puis c'était meilleur. Donc, il a réussi à développer quelque chose là, qui semble fonctionner en qualification. Par contre, ce qui a été dommage, il a été
rétrogradé d'une position. Même chose pour Antonelli. Ça a été un gros sujet de conversation, ça. Ce qui est arrivé, c'est qu'il y a eu le drapeau rouge d'Esteban Ocon. Ensuite, à ce moment-là, normalement, la FIA met l'heure où ce que les activités vont reprendre, où ce que le drapeau rouge va prendre fin. Du côté de Mercedes, on n'a pas respecté cette heure-là. On a décidé d'aller placer nos deux voitures au bout de la grille pour attendre que la lumière vienne verte pour pour être prêt à regagner la piste et recommencer les qualifications. Certains m'ont envoyé plein de messages. J'ai reçu beaucoup de messages là-dessus. Ça a attiré l'attention de dire, voyons donc, la FIA sont complètement fous. Ça n'a pas de bon sens. Il a juste été se placer au bout du garage. Il faut comprendre que dans les dernières saisons, ça a fait preuve de beaucoup de polémies, de chicanes, le positionnement en piste lors des qualifications. Depuis le début de la saison, George Russell dépasse les gens pour aller en piste avant tout le monde. C'est correct, c'est légal. Mais on le voit que ça fait partie de la stratégie de Mercedes d'être à l'avant de tout le monde, d'avoir l'air propre pour préparer ses pneus, pour les mettre dans la bonne fenêtre de température. Donc, c'est peut-être pas tout à fait une erreur qu'on a fait d'avoir les deux voitures Mercedes à l'avant, puis de un peu mal comprendre le temps où ce qu'on avait le droit d'y aller. Là, on a donné une punition d'une position sur la grille. Il y a des gens qui m'ont dit, ouais, mais qu'est-ce que ça fait comme avantage? C'est dur à dire. Je te dis pas qu'il est deuxième à cause de ça, sauf que tu peux pas non plus mettre un montant au positionnement en piste. Parce que si tu dis, ah, c'est 25 000 par voiture parce que vous avez été vous placer avant que c'est le temps, ben, il y a une écurie qui va se battre pour le championnat à la fin de la saison qui pourrait dire, bah, moi le payer, le 50 000, moi, pour avoir mes deux voitures dans une position stratégique en qualification. Donc, tu peux pas attacher un montant à cet avantage-là. L'avantage, quand même qui est minime, comme lui l'a dit, ah, c'est n'importe quoi, on gagne pas avec ça. Ouais, mais j'ai l'impression que George n'aurait pas eu le même discours. Là, bien sûr, il prêchait pour sa paroisse, mais si ça avait été une voiture McLaren, une Red Bull ou n'importe quelle autre écurie qui est dans sa compétition, qui aurait été se placer en premier avant tout le monde à la sortie des pluies, alors qu'on dit que c'est pas le temps, tu peux pas y aller, il aurait été le premier à pas être content. Fait que je sais pas Ouais. comment tu as vu cette situation-là ou l'avantage que tu vois, toi, qui ont pu gagner à travers ça. Là. Ben, moi, j'ai qualifié ça quand j'en discutais avec mes amis d'erreur de débutant faite par des vétérans. Parce Oui. que, puis même Hülkenberg, je ne me rappelle pas l'expression qu'il a utilisée, mais il était dans son garage. Et c'était vraiment le fait, tu n'as pas le droit de sortir du garage avant telle heure. Et eux Mhm. sont allés se mettre. Je pense qu'il y avait une heure estimée et il est supposé avoir une confirmation Exactement. des commissaires de course. Donc, ils sont sortis à l'heure estimée sans avoir eu la confirmation. Donc, aussitôt qu'ils sont sortis, il y a Hülkenberg qui a fait, Hey, qu'est-ce qu'ils font là, les Mercedes? Ah non, sont dans le tort. Fait qu'ils savaient tout de suite que c'était ça. Moi, personnellement, de penser que Mercedes a essayé de tenter un coup, je n'y crois pas parce qu'il y a tellement Dieu sur nous. Moi, je pense que c'est quelqu'un dans l'écurie qui était responsable de ça, qui a fait l'erreur. Il est là, il n'a pas vu correctement. Il a pris l'heure estimée comme étant du cash, si on veut, là, excuse-moi Mhm. l'expression, et il a envoyé les deux pilotes dehors. Il a envoyé les deux pilotes aussitôt qu'il pouvait. Mais tu sais, de penser que personne ne le verrait, si c'est fait exprès, d'avoir fait ça, je trouve ça complètement idiot. Non, mais moi non plus, je pense pas qu'ils ont fait exprès. La seule Non, affaire, c'est que tu peux pas, comme je dis, tu peux pas mettre un montant à cet avantage-là, parce qu'il y en non, a non. d'autres écuries qui vont dire, tu sais, on le sait à quel point que tout le monde veut être en avant. Là. Il y en a qui se battent parce qu'on veut freiner, on veut se gagner un bon temps. Il y en a qui se dépassent. Tu sais, tout le monde a sa propre stratégie pour préparer ses pneus en qualification. Sauf que là, puis en plus, il y a des raisons de sécurité pour ça, parce que la voiture médicale, t'as pas de retour à son endroit. Donc, tout ça. Donc, une place de position sur la grille. Aussitôt que c'est arrivé, il y en a qui disent, ah, c'est comme un unsafe release, une sortie non Mhm. sécuritaire. Non, une sortie non Ben là, sécuritaire, on donne une amende à l'équipe, ça je comprends. Mais là, je trouve qu'on pouvait pas donner une amende à l'équipe parce que justement pour la raison que j'évoquais, c'est que là, t'accordes tu mets un prix sur cet avantage-là, combien ça coûte de sortir en avant de tout le monde d'un puits. Il y a des mhm. écuries que, oui, il y a des plafonds budgétaires en F1, sauf qu'il y a quand même des écuries qui peuvent se le permettre de payer ces amendes. Tout à Charles fait. Leclerc, troisième. Belle performance de Charles, qui se ramasse deuxième avec la pénalité de Russell. On sent pas la Ferrari, on sent pas super à l'aise. On sent pas que la Ferrari est vraiment dans une fenêtre de performance incroyable. Bahreïn, normalement, par le passé, ça a été un circuit où ce que, justement, Ferrari répond bien, mais que c'est le contraire. C'est McLaren, normalement, qui aurait eu des difficultés là-bas. Ben, belle performance en soi de Charles Leclerc. Tu le mentionnais, un autre qui a perdu une position, mais qui fait très bien aussi. Kimi Antonelli, qui qualifie sa voiture quatrième encore, très près de son coéquipier qui est deuxième. C'est dur de lui demander mieux que ça. Là. Tu sais, Ouais, ben, si t'avais des débuts à faire là, en F1, tu voudrais des débuts à la Kimi Antonelli. très certainement. Mais, tu sais, on parlait de tantôt que la Mercedes est, sur papier, on va dire, la deuxième meilleure voiture. Ben,
Antonelli semble mettre cette théorie-là à profit. Parce que oui, c'est une recrue, donc on ne s'attend pas à aller aux performances d'un Norris, d'un Leclerc, d'un Russell, peu importe, mais il place sa voiture à travers ces pilotes-là. Donc oui, ça veut dire que la voiture, un, est bonne et que Antonelli démontre beaucoup de talent et de détermination. Donc, chapeau à lui, déplorable pour la position perdue. Très clairement que c'est pas de sa faute à lui. Mais sérieusement, moi, je suis impressionné là, par ce qu'il fait depuis le début de l'année. Puis il pèse dans la balance pour la recrue de l'année, encore une fois. Là, à date, il y a trois pilotes là, qui pèsent dans la balance avec Oui, Antonelli, à date, avec lui. il y a malheureusement Bortoletto qui peut pas se faire justice, là. Non, pas vraiment, non. Pas évident, mais je trouve qu'il fait bien quand même. Mhm, Mais tu sais, quand on compare à des recrues qu'on a eues dans les dernières années en F1, c'est le jour et la nuit, là. mhm. Tu sais, pas longtemps qu'on l'a pas nommé, là, mais Logan Sargent, on dirait que ça fait 5 ans qu'il est plus là, on l'oublie très vite. Là. Facile. Fait que là, on voit que c'est quoi des gars qui sont là, même si dans la hiérarchie, il y en a qui doutaient. On doutait aussi parce que l'âge d'Antonelli, le fait qu'il avait juste de l'expérience en formule régionale, Berman non plus avait pas tout cassé en Formule 2, sauf que l'échantillon qu'on avait eu en F1, pour moi, j'étais vendu. Là. Tu l'as assis dans une Ferrari en Arabie Saoudite, j'ai jamais piloté l'auto, la place quasiment en Q3, puis il a fini d'un point. Là. C'est dur à battre. Là. C'est bon, tant qu'à moi, tu as passé le test. Tu sais. Mhm. Mais oui, Antonelli, quatrième. Puis en plus, moi, j'avais dit c'est pas évident parce qu'à cause qu'il est chez Mercedes, il va devoir se battre en qualification. C'est pas comme être en fond de peloton puis te battre contre des pilotes qui sont pas nécessairement des pilotes je veux pas dire du triple A, on va dire ça Ouais. comme ça. Mais là, quand tu es dans une voiture d'écurie principale, ben là, comme je l'ai dit, si tu veux avancer sur la grille, ben, il faut que tu réussisses à devancer les Lewis Hamilton. Tu réussis à devancer, là, dans ce cas-ci, Lando Norris, Max Verstappen. Tu n'arrives pas cinquième facilement, là. Il y a quatre bonnes écuries. Ils ont deux voitures chaque. OK, la Red Bull, on pourrait peut-être en enlever une, là, mais je veux dire, ça revient tranquillement pas vite. Sauf que quand tu regardes ça, c'est quand même huit voitures. C'est facile d'être exclu du top 8 et d'être même en danger de ne pas être en Q1 si tu ne livres pas la marchandise parce que les autres pilotes autour de toi ont des bonnes voitures, mais sont aussi normalement des pilotes de renommée internationale, la crème de la F1 qui se trouve dans ces écuries-là, normalement. Ensuite, on l'a dit, bon, on l'a pas dit, mais ça, c'est toute une surprise. Pierre Gasly, Mhm. cinquième à bord de sa Alpine. Moi, je l'attendais pas là. Pour vrai, mais les Alpines avaient très bien fait dans les essais. Tu sais, on a parlé que les informations qu'on a ramassées lors de la pré-saison peuvent nous servir pour les qualifications, pour la course. On a déjà des données. Puis moi, ce qu'on avait vu en jasant avec Kevin, c'était qu'Alpine était possiblement la cinquième voiture du plateau. Ça, c'était une observation là, à froid qu'on avait fait lors des 3 journées d'essai. On voyait des belles choses d'Alpine. Depuis le début de la saison, il lui faisait mentir. Là. Ça allait pas très bien du côté d'Alpine. On n'a toujours pas marqué de points. On va en voir si on va voir la journée de dimanche tantôt comment ça s'est passé. Mais cinquième pour Gasly, très belle performance, un peu comme l'année dernière. Il nous habituait à placer sa voiture dans le top 10, même quand on ne l'attendait pas là. Là, il la place dans le top 5. Ça, c'est encore un autre accomplissement de plus. Ben, c'est la grosse surprise de la qualif, là, très Oui. certainement. On n'attend pas les Alpines aussi haut que ça. Ça montre aussi le talent de Pierre Gasly. Hein. Je pense que c'est un des pilotes les plus sous-estimés de la grille. Donc, moi, je suis content de le voir là. Tu sais, on souhaite toujours de la performance à ceux qui réussissent moins. Hein. Donc, puis qu'on a aimé dans le passé. Là. Je parle Mhm. Renault slash Alpine. Donc, chapeau à Gasly pour ça. Puis en plus, c'est le fun pour moi parce que j'ai une gageure avec mon ami Dominique Simard que Gasly passerait Ocon au championnat, là, une petite gageure de français. Donc, ça pèse dans la balance là, quand il part en cinquième position. Ben là, il partit en quatrième, là, mais quand il part en cinquième position, c'est bon pour moi dans la saison. Ben oui, puis ça a été un bon affrontement lorsqu'on a fait le duel sur F1 Podcast en début de saison qui remporterait le plus de points cette saison entre Gasly et Ocon. De là aussi votre gageure C'est de là que ça là-dessus. part, soit dit en passant. Oui, exactement. Ça a instigé peut-être une perte financière pour soit François ou ton ami Dominique Simard. Il y a un Donc, apéro en jeu à une soirée bénéfice. une soirée bénéfice en plus. Bon, ben, si c'est Ouais. pour une bonne cause, c'est encore plus le fun. Ben, Mhm. c'est ça. Fait que, oui, Gasly contre Ocon, ça fait toujours susciter des débats. Bien sûr, il y a une rivalité qui dure depuis longtemps entre les deux pilotes. Puis Gasly, ben, très bien fait au cours du week-end. Tu disais la plus grande surprise, c'est Pierre Gasly. La deuxième surprise, celle qui est la plus près, même s'il nous habitue des fois à en échapper une, c'est Norris sixième. On l'attendait pas là. On en a parlé Mhm. déjà, comme quoi que il a pas réussi à saisir son opportunité. Verstappen septième après le succès qu'il avait connu au Japon, avait réussi à soutirer vraiment le maximum de sa Red Bull, autant en qualification qu'en course. Arrive lors des séances de qualification. On lui avait enlevé une séance d'essai libre vendredi.
Est-ce que ça a causé un peu d'instabilité dans l'équipe? Peut-être. Sauf que on avait déjà des données. On l'a dit, on en a parlé ensemble vendredi. On est moins tolérant à ce moment-là pour les équipes qui trouvent pas la bonne fenêtre de performance sur un circuit comme Bahreïn, puisqu'on a déjà eu des pratiques plus que n'importe où ailleurs. Donc, on aurait dû être capable de saisir ça du côté de Red Bull. On avait aussi discuté des problèmes de frein qu'il avait connus dans les séances d'essai libre. Finalement, je pensais pas, en parlant de ça, que ça deviendrait vraiment le sujet de discussion de la fin de semaine dans les garages Red Bull. Verstappen bloquait ses roues, que ce soit au dernier freinage ou au virage 1. C'est vraiment pas l'idéal n'importe où en F1, mais encore moins sur un circuit où ce qu'on avait décrit comme étant un circuit très dur sur les points de freinage. Il faut être très minutieux, il faut être chirurgical. Donc à ce moment-là, c'était vraiment pas l'idéal pour Verstappen. En plus, ruiner un train de pneus en commençant. Donc, il s'est retrouvé avec le couteau entre les dents. Il n'y avait pas le choix de signer un bon temps pour risquer même d'être exclu de la Q1. Même scénario en Q2, même scénario en Q3. Donc, à ce moment-là, tu peux pas pousser autant, tu peux pas prendre les risques. Tu dois absolument te concentrer pour établir un temps, mettre un temps sur le tableau. C'est ce qu'il a réussi à faire, mais malgré ça, au bout de la ligne, ils auront couru à leur perte en arrivant septième pour la qualification et sa position pour le Grand Prix. Huitième, Carlos Sainz. On l'avait dit à ça aussi, comme quoi que c'était l'endroit pour construire un momentum. Pour Sainz, tu disais que sans s'impatienter, mais il faut qu'on commence à produire des résultats du côté de l'Espagnol. Et il le fait, huitième position avec sa Williams. Ça, j'ai été content de le voir là, Carlos Sainz, qui avait, soit dit en passant, on fait le meilleur temps lors des séances hivernales, là, les séances pré-saison. Donc, il avait confiance, il savait que la Williams pouvait produire quelque chose de bon là-dessus, il l'a fait. Oui, ben très content pour le smooth operator Carlos Ouais. Sainz parce que on était un peu triste de le voir décaler comme ça, là, puis pas livrer la performance, comme on en a parlé vendredi, toi et moi. Tu sais, il faut qu'il livre la marchandise. Hamilton a parlé, je crois, c'est parce que quand j'ai écouté un peu les émissions d'avant-course, de la difficulté d'aller dans une nouvelle voiture. Peut-être que toi et moi, on a peut-être été un peu dur avec les pilotes. Ça semble être plus compliqué qu'il n'y paraît. Moi, j'ai l'impression que vu que c'est des professionnels, des pilotes chevronnés, on change de voiture, on est capable de s'habituer. On n'est pas tous des Verstappen, peut-être. Donc, ça a l'air que euh, s'acclimater à un nouveau véhicule, nouveau type de moteur, nouveau type de boîte de vitesse, répartition de la puissance, tout ça. Donc, ça a été un peu détaillé par Lewis Hamilton en fin de semaine et ça m'a ouvert un peu les yeux sur les difficultés qu'ils peuvent avoir un pilote comme Carlos Sainz et justement Lewis Hamilton en changeant d'écurie. Donc, je vais être un petit peu plus patient envers lui, mais je suis vraiment content de le voir performer. Oui, même chose pour, comme tu dis, Sainz, tu as bien emmené Lewis Hamilton là-dedans, puisqu'ils sont dans la même situation, les deux, changement d'écurie. Ça a sûrement fait plaisir à Carlos Sainz, à sa famille, à tous ses partisans, de placer sa Williams devant Oh son oui, ancienne monture, la voiture rouge, qui a maintenant le numéro 44, celle qui est maintenant pilotée par Lewis Hamilton, bien sûr. Donc, lui, neuvième temps, Hamilton, tu disais, problème à s'acclimater à la voiture, il doit être meilleur, doit faire mieux. Moi, je suis un peu inquiet dans son cas, puisque ça ressemble beaucoup à l'année dernière, je trouve. Huitième, neuvième, c'est là qu'il se positionnait. Oui, il disait les freins, c'est pas la même chose. Il est habitué avec des. Là, maintenant, il doit s'acclimater avec des Brembo. C'est pas ce qu'il avait chez Mercedes. Donc, tout ça, je comprends ça, sauf il y a des airs de déjà-vu avec ce qu'on voyait de la saison dernière, en voulant dire qu'il y a de la rapidité à des endroits, mais il n'est pas capable de mettre un tour complètement ensemble. Il y a aussi le fait que Charles Leclerc est un très bon pilote en qualification, mais il y a quand même une grosse écart lorsqu'on regarde une voiture qui se place en troisième position et Hamilton ne peut que faire mieux que neuvième. Tsunoda, bonne nouvelle pour lui, dixième. Ça en est fallu de peu pour qu'il se fasse éliminer. Vraiment, a réussi à survivre. Chapeau à lui, il avait besoin de ça. Red Bull est sûrement content de cette performance-là. Donc, ça faisait du bien de revoir une deuxième Red Bull en Q3. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu ça déjà. Jack Doohan, très bien fait tout au long de la fin de semaine quand même. Faut le dire quand il fait bien. C'est pas le début de saison facile pour lui, c'est pas des circonstances faciles, puisqu'à toutes les fois qu'on nomme Jack Doohan, on a l'impression qu'il y a un nom composé parce que son nom maintenant, c'est Jack Doohan Franco Colapinto. Il semble que tous les noms viennent ensemble maintenant. Fait que c'est sûr que pour lui, quand il se regarde dans le miroir, là, il y a un autre ombrage qui est toujours là, qui est toujours au-dessus de sa tête. Donc, il reste une course. oui, il reste une course Il reste techniquement, une c'est ça. course. Ben, Arabie en tout cas, Saoudite, ouais. Arabie Saoudite, c'est pas la plus facile, hein. Une petite erreur, puis ça coûte très cher à Oh oui, l'écurie. les murs sont prêts. Donc, Exactement. ouais, Fait que vous pouvez. cinquième course sur six sur l'essai, entre guillemets, là, de Jack Doohan. Jack Doohan, c'est ça.
Ensuite, Isaac Hadjar qui fait encore très bien. Oui, Ah c'est ouais. 12e, mais quand même, il le fait bien dans la voiture. Fernando Alonso ben, était content de garder son volant sur la voiture, pas être obligé de l'enlever. Je sais pas si c'est lui qui l'a. Je sais toujours pas. Il a l'air d'avoir décroché. Ben, en tout cas, ça pour dire à Aston Martin, on a réglé ce problème-là. C'est une bonne règle de sécurité là, que le volant reste bien en place dans une voiture de course, même dans une voiture de tous les jours. Mhm. Ensuite, Esteban Ocon, 14e, on l'a dit, frapper le mur. Ça avait l'air lorsqu'on a vu la voiture au début, ça avait l'air pire que ça, mais Ouais, vraiment. ça a quand même cogné du derrière. Puis je voulais quand même préciser, il faut le dire, ça, lorsqu'on a cette information-là, j'aime ça que les auditeurs du F1 Podcast soient à jour là-dessus. Esteban Ocon, en fin de semaine, a eu le même plancher qu'Oliver Burman. On avait donné à Burman l'autre course. Donc, si vous avez vu des écarts de performance, il faut quand même prendre ça en note que Ocon n'avait pas reçu le même plancher. Là, il est à jour. C'est un plancher qui est actualisé, une nouvelle géométrie, qui est supposément plus performant. Ça a pas, c'est sûr que c'est pas évident quand tu mets ta voiture dans le mur, tu vois pas la différence du plancher, là, ça t'aidera pas à mieux te qualifier. Sauf que Mhm. quand même, cette petite différence-là entre les deux pilotes, j'aime ça que les gens soient au courant de ça. Pourquoi on donne les améliorations en premier à Oliver Burman? Ça sera quelque chose qu'on pourra se pencher lorsqu'on aura plus de temps, mais quand même, on fait pas nécessairement confiance à notre pilote d'expérience en premier pour tester les nouveaux systèmes. Je serais Ah, curieux c'est de curieux. poser. Ouais, je serais curieux de poser la question à Yahoo Komatsu, pourquoi on fait ça. Puis, d'après moi, Esteban Ocon a probablement la même question que moi. Probablement Ensuite, le bon vieux pile ou face. ah, peut-être aussi. Ben, si c'est ça, au moins on le saurait. Tu sais, Mhm. on aurait une réponse concrète. Alex Albon, ben, première fois qu'il se fait battre en qualification par son nouveau coéquipier Carlos Sainz, 15e pour Albon. Ça a été une erreur de stratégie. On ne l'a pas envoyé au bon moment. Il y avait 15 degrés de différence dans ses pneus. Donc, il n'a pas été capable de se faire justice. C'est pas la voiture. Carlos a bien fait. Il a soutiré le meilleur. C'est moi, j'ai mal géré avec l'équipe quand est-ce qu'on va en piste. Hülkenberg, 16e, 17e pour Lawson. Problème de DRS pour Lawson pas évident dans ce temps-là. Lorsque ton DRS ne marche pas en qualification, c'est sûr que Mhm. c'est difficile d'aller à l'avant de la piste. Ensuite, Bortoletto est 18e, 19e pour Stroll, rien ne va plus. On est habitué avec Stroll, gros début de saison, on était content de lui les deux premières courses, puis depuis ce temps-là, c'est plus compliqué. Et ensuite, Oliver Burman a oublié pour lui, là, vraiment pas une bonne séance de qualification, a bloqué ses freins à peu près partout. Il n'était pas le seul à avoir des problèmes avec son freinage, mais Burman, disons que ça lui a coûté ça l'a forcé à être obligé de s'élancer de la dernière ligne pour le Grand Prix de dimanche. Écoute, il nous reste que quelques minutes à ce bloc-là pour la journée de samedi. Avais-tu quelque chose à ajouter dans ce spectacle-là qu'on a eu du côté des jeunes autant que des vétérans, quoi que ce soit? Tu étais satisfait dans l'ensemble? Ben, rapidement, un peu déçu de Bearman qui nous avait montré mieux. Là. Il était sur la verge du top 10 un peu toujours. Donc, surtout sur un circuit comme ça, je m'attendais à mieux de lui. On avait parlé aussi que je pense qu'il est un des quatre pilotes qui est plus jeune que le tarmac là-bas. Oui, exactement. Ça a été Ouais. confirmé. Ah, je pense que c'est 21 ans le Ouais, terme qu'il y avait à ouais, Bahreïn. Ouais. exactement. Puis en dehors de ça, non, je te dirais qu'on a fait le tour un peu. Je suis content pour Adjar aussi, belle performance, là, tu sais, 12e. Mais surtout, attends, oui, Yuki Tsunoda en 10e, là, ça monte. Je pense que ça montre qu'on a fait le bon choix chez Red Bull. Ouais. Tu sais, déjà de monter un peu, là, on arrive sur les points. Donc, je pense que c'est de bonne augure pour Red Bull et Tsunoda. Tu sais, ils ont vraiment eu de la misère en plus parce qu'ils ont eu des tours. Leur premier tour a toujours été, euh, on va dire, ils ne comptaient pas durant la fin de semaine des Oui, qualifications. exactement. Donc, la pression est vraiment forte quand tu as juste un tour pour passer de Q3, Q2, Mhm. etc. Si la Donc, chapeau, pression, là, si la Tsunoda. pression était sur Verstappen, elle l'était encore plus sur Tsunoda. Lui, il n'est pas habitué avec cette voiture-là, bien sûr, encore. Du côté de Tsunoda, ben, l'amélioration, elle est quand même assez nette. On avait une seconde de différence avec Lawson, même une seconde et demie. On est rendu environ 7 dixièmes, 6 dixièmes. Donc, l'écart se resserre. C'est pas encore l'idéal, mais c'est mieux. Mhm. C'est ce qui conclut la journée de samedi. Maintenant, passons au Grand Prix qui avait lieu dimanche au Saké. Bien oui, c'était dimanche à 11 heures, heure du Québec. Certains diront enfin des Grands Prix à une heure qui ont de l'allure, hein, François? Ah, Dieu soit loué, oui. Et d'écouter quelque chose en direct pour les gens qui n'avaient pas nécessairement la possibilité de rester réveillés en pleine nuit, là, puis de faire des nuits blanches, puis d'écouter les trois premiers Grands Prix de la saison en direct. J'ai pensé à toi quand ça a commencé cette journée-là, puisqu'on a eu des images incroyables de Sir Jackie Stewart. Oh oui. Ouais, à bord de sa Terrell 006 avec laquelle il avait gagné son dernier championnat en 1973. Jackie Stewart qui a remporté trois titres de champion du monde dans sa carrière. 85 ans au volant d'une Formule 1. Il aura 86 ans le 11 juin, figure-toi donc.
François, c'est incroyable. Tu sais, on s'entend, là, OK, il a pas battu de record de vitesse, mais quand même, juste embarquer, sortir de la voiture à son âge, activer, tourner le volant, activer le Mhm. frein, toutes ces choses-là, là, c'est vrai. J'ai trouvé ça incroyable, incroyable. La veille, quand j'ai entendu qu'on le verrait piloter sa voiture, je me suis dit, hey, à cet âge-là, là, tu sais, c'est quelque chose, là. Puis, en tout cas, vraiment, c'est une force de la nature, Jackie Stewart, là. Je suis sûr qu'il l'a fouetté un peu pareil. Jackie Stewart, c'est un pilote qui n'a jamais eu peur de rien. Il est de l'époque de ces pilotes-là qui allaient à la mort, hein, je veux dire. De Quick and the Dead, dans le temps, Ouais, le ben film. justement, Ouais, justement, allez le film. voir ça, The Quick and the Dead sur Prime, là. Jackie Stewart est là-dedans, puis il explique qu'il y a un tour du Nürburgring, puis tu vois que c'était une autre époque et un autre type de guerrier, ces pilotes-là. Ah ben oui, moi ça m'avait fendu le cœur quand que le reportage commence puis il dit que la plupart de ses amis sont morts. Ah, Il tout dit, à moi, il fait. dit mes amis sont, tu sais, c'est pour ça le documentaire en anglais on dit le rapide et le décédé ou le rapide et les Ouais. morts parce que c'est soit t'es vite ou tu sais, il y a pas grand monde qui survivait dans ce sport-là puis lui il dit là maintenant il se sent seul parce qu'il dit moi mes amis sont décédés. Certains de vieillesse, mais la plupart sont décédés sur un circuit. Tu sais, il mentionne pas trop tomber dans ces détails-là, mais tu sais que à un certain moment, il voit qu'un de ses collègues, ses coéquipiers, est en train de brûler sur le bord de la piste dans sa voiture. Ils sont tous conscients, son casque est là. Ils savent tous que Mhm. c'est lui qui est à l'intérieur, mais la course continue. Tu sais, c'est vraiment, quand tu penses à ça aujourd'hui, c'est incroyable. Imagine en 2025 cette situation-là qui se produit, puis on termine la course, comment la F1 se ferait démolir, pas juste par les partisans de F1, mais par tout le monde. Même des gens qui n'ont jamais écouté une course s'en mêleraient pour dire, êtes-vous fous, là? Vous laissez, ça n'a pas de Écoute, bon sens. un jour, si tu veux, on pourrait faire un podcast sur l'évolution de la sécurité et de la mentalité en course automobile et F1 et course automobile, point barre, là. Mhm. Et ça étonnerait pas mal de monde, des nouveaux adeptes de F1 qui n'ont peut-être aucune idée d'à quel point ça pouvait être, désolé, une boucherie à l'époque. Donc, Ah, c'était épouvantable. ouais. Écoute, tu regardes là, pour les gens là, qui ont accès à aller voir des anciennes statistiques, le nombre de coureurs qu'il y avait dans une saison. Oui, tu sais, maintenant on a l'époque Red Bull. Le Red Bull contribue à ça, qu'on n'a pas juste Ouais. 20 pilotes sur la grille, là. Sauf que c'est pour des circonstances différentes, qui font pas le travail. Mais l'autre, il utilisait 40 pilotes dans une saison parce que il y en a qui se rendaient pas au troisième Grand Prix. Donc, il fallait que tu aies des pilotes de réserve, puis il fallait que tu aies Mhm. des personnes qui étaient prêtes c'est ça, à lever, à prendre le travail de l'autre à main levée parce que c'était pas facile, là. Jackie Bon, Stewart a passé au travers tout ça. oui, exactement. Il est un des survivants de cette époque-là de gladiateur. Donc, de le voir à 85 ans dans sa Tyrrell, j'ai trouvé que c'était des belles images. C'était le fun. C'était le fun. Extraordinaire, ouais. Puis c'est Ouais, justement, ouais. c'était la première personne qui m'est venue en tête quand j'ai vu ça. Je dis, c'est certain que François est en train de savourer ce moment-là. Mhm. À part de ça, bien, on le disait, c'est un circuit intéressant, ça donne des bonnes courses, normalement ça donne des dépassements. À part la saison dernière, j'avais été déçu. Ça avait été probablement le pire Grand Prix de Bahreïn dans l'histoire. Je revenais pas de dépassement, rien. Ça a été tout le contraire aujourd'hui. Mhm. Énormément de dépassements, beaucoup de bagarres en piste. Ne serait-ce que Oscar Piastri, on va pas diminuer ce qu'il a accompli. Au contraire, il a été dominant, un sans faute d'Oscar Piastri, qui rajoute encore une fois une étoile dans le cahier, un cahier qui commence à avoir pas mal d'étoiles. Si je me rappelle bien, c'est sa quatrième victoire en carrière déjà, c'est à moi que je me trompe. Je crois que tu as raison, oui. Oui, puis il se rapproche, c'est quoi, Lando en a cinq? Ça aussi, là, Oui, tu sais, ben écoute, je pourrais regarder ça oui, c'est rapidement, mais quelque 5. chose comme ça, Ouais, oui. de mémoire, c'est 5 parce qu'il y en avait, il a terminé la saison à 4, c'est son numéro. J'avais fait le lien comme ça la saison dernière, puis il en a gagné une cette année. De mémoire, c'est 5. Mais il y a quand même eu cette bagarre-là à l'interne là, entre les deux, là. Dire Lando, c'est beaucoup plus longtemps qu'il était en Formule 1. Oui, il n'a pas toujours eu une voiture qui lui permettait de gagner des grands prix, mais je suis certain que, tu sais, ils diront pas, là, à micro ouvert, là, ils diront pas, ah, moi, ça me dérange, puis je regarde ça. Mais tu es d'accord avec moi, François, que personnellement, toi, si tu avais ton coéquipier plus jeune qui te chauffe un peu là, avec au nombre de victoires, tu regarderais ça un petit peu, là. Ouais, ben, c'est certain, là. Tu sais, il y a eu plus de temps. Lando Norris a eu un petit peu plus de temps pour aller chercher le nombre de victoires. T'es exactement à ça. 5 pour Norris et 4 pour Piastri. Donc, oui, Norris, c'est sûr qu'il doit sentir un peu la soupe chaude, mais en même temps, en ce moment, il y a autant de chances de gagner un championnat qu'Oscar Piastri parce qu'ils ont le même équipement. Donc, c'est à lui d'aller saisir l'opportunité. L'opportunité. Piastri, c'est ce qui a fait remporte la course. Ouais. Je veux pas.
je peux pas en rajouter plus que ça. On l'a dit, il a été très bon en qualification. Il était excellent le dimanche. Ça fait partie des étapes à franchir. C'est bien beau aller chercher la pole, mais il faut que tu sois capable de saisir ton opportunité. Je pense qu'il a pris au pied de la lettre ce que Max Verstappen avait dit suite au Grand Prix du Japon. Si j'avais été dans une McLaren, vous m'auriez pas revu de la course. S'il n'y avait pas eu cette fameuse voiture de sécurité-là pour enlever des débris qui avaient été Mhm. laissés en piste, je suis pas certain qu'on l'aurait revu beaucoup à la télévision, Oscar Piastri, ne serait-ce qu'à la fin pour recevoir son trophée et prendre une douche de champagne. Tout à fait. Ben, en fait, Oscar Piastri est celui qui a performé au plus haut niveau aujourd'hui, mais c'est le pilote probablement dans lequel on va le moins parler dans ce podcast-là parce qu'il n'y a pas eu vraiment d'événement le concernant. Exactement. Mais on va quand même lui donner la couronne Tout à fait. de pilote du jour. Pour moi, pour ma part, je sais on en a discuté avant de rentrer. Mhm. Je pense que tu étais d'accord avec ça. Lui aussi est ton pilote du jour, hein? Ah, tout à fait. Là. Je veux dire, il a vraiment exécuté à la perfection. Donc, tu sais, on oublie ces pilotes-là parce il n'y a pas d'événement de course. Il n'y a pas de fait de Mhm. course qui les concerne, du moins presque pas. Donc, mais quand même, à la façon qu'il a exécuté, moi, je lui donne. Lorsqu'on fait paraître quelque chose de facile, souvent les grands ont cette compétence-là où ils sont capables de faire paraître quelque chose qui est pas facile, mais de le faire paraître comme si c'était simple. C'est ce qu'Oscar Piastri a fait aujourd'hui. Donc, c'est pour ça que dans les votes, les gens iront pas nécessairement pour lui, comme Verstappen n'avait pas nécessairement les votes lorsqu'il remportait la pole et gagnait la course. On disait, ah, il y a la bonne voiture. Tu sais, c'est aussi lorsqu'on dit, il y a la meilleure voiture. Chose là, sauf que Oscar Piastri a pas commis aucune erreur, on l'a dit sans faute, a pas laissé croire à aucun moment à ses adversaires où ce qui pourrait être rejoint. Donc, a montré qu'il a fait exactement comme Verstappen avait dit. Il est parti avec la McLaren pour le pole. George Russell, lui, aussi, j'avais été critique avec lui. Il se devait de livrer de ses propres aveux. Il disait, j'ai la deuxième voiture du plateau. Ben, il termine deuxième aujourd'hui. Pas une course facile, stratégie Non. spéciale. Il a dû garder ses gommes tendres quand même assez longtemps pour la fin. J'étais même inquiet. Rappelle-toi la situation où Mhm. on avait décidé d'aller plus longtemps sur les pneus en Belgique et Mercedes nous avait expliqué que c'est à cause qu'on avait trop usé les pneus. On avait dépassé la fenêtre qui est donnée par Pirelli sur la durée de vie d'un pneu. Puis à ce moment-là, ben, lorsqu'on est venu pour prendre le poids de la voiture à la fin d'un Grand Prix, ben, on avait été disqualifié parce que la voiture était sous le poids réglementaire. Ben, c'est quelque chose que j'avais mis dans mon cahier lors de la course. Je me dis, à surveiller Russell, si vraiment les pneus sont une situation si la Mercedes est au point tel que si tu brûles un peu trop de caoutchouc, elle tombe en bas du poids limite, ben, à ce moment-là, ça pourrait être une situation où ça aurait pu arriver. Ça n'a pas été le cas. Russell a conservé sa deuxième position. Il était aussi sous enquête pour une situation particulière de DRS. Ça, j'ai hâte de savoir c'est quoi ton avis là-dessus. Moi, j'en ai une aussi. Russell, toute la fin de semaine, nous a fait à croire, fait à croire, en tout cas, il nous a raconté que d'aller se placer au bout de la ligne des puits puis partir avant tout le monde, c'est pas un avantage. Puis il a essayé de nous dire que d'ouvrir ton DRS quand que t'es pas supposé de l'ouvrir, puis que t'as deux voitures à l'arrière qui te courent après pour te rejoindre en fin de course, mais c'est pas grave non plus. Ah, il a juste été ouvert à peu près une seconde, mais je l'ai refermé tout de suite, c'est pas grave. Ouais, mais il a quand même été ouvert. Ah, il y a des lignes directrices à suivre, là. C'est ça. Alors, on l'a pas pénalisé parce qu'on est allé, je pense, jurisprudence que cette situation-là était déjà arrivée dans le temps avec Perez, puis on était probablement capable de prouver du côté de Mercedes que il y avait beaucoup de situations qui se produisaient là, au cours du week-end. Même F1 Podcast a été une partie du problème puisque lors de la grille samedi, j'avais pas j'avais pris je prends toujours la grille officielle pour remettre les résultats. Puis là, quand je l'ai eu, il y avait eu des changements, là. Il y avait eu, on n'en a pas parlé, c'est vrai, fallait que j'en parle, que c'était épouvantable ce qui est arrivé de la FIA en qualification lorsqu'on a effacé le temps de Nico Hülkenberg 45 minutes après que c'était terminé. Tu t'as sûrement attrapé ce bout-là, là? Mhm. Ça, c'était inacceptable. En tout cas, ça pour dire, ça a tout mélangé ma grille. Samedi, je m'en excuse si ça a mélangé du monde. J'étais une partie du problème. Il y avait eu confusion. Puis là, aujourd'hui, il y avait des confusions pendant la course, mais là, c'était pas la faute du F1 podcast. C'était de la faute de la F1, de la télémétrie, quoi que ce soit. On perdait le transmetteur dans le tout de Ouais. Russell. À un moment donné, je suis certain qu'il y a des partisans Mercedes qui ont fait une moitié d'arrêt cardiaque. Toto Wolff aussi, lorsque tu vois Russell partir du haut, puis complètement descendre dernier. Puis là, tu dois Je suis de espérer. ceux-là, là. Oh oui, puis tu dois espérer là, que ce que tu vois, là, l'ingénieur, il regarde les images, puis j'espère que c'est pas une reprise que je vois, parce que moi je le vois en piste, mais c'est pas ça que ça me dit. Finalement, c'était des problèmes. Donc, je pense qu'on a réussi du côté des flèches d'argent de prouver que toute cette situation-là était reliée aux problèmes techniques là, qu'on avait du côté de la F1. Oui, ben c'est son transpondeur qui faisait défaut. Et Mhm. en toute franchise, quand j'écoutais la course, j'avais mon laptop pour les notes, je travaillais un peu, répondais à quelques courriels, je me lève la tête, il n'est plus en deuxième position. Il est en 20e position. Je fais,
mais qu'est-ce que j'ai manqué? Et où est-il? Pourquoi la télé ne le présente-t-il pas comme Hey, accident, Russell, déconfiture? Et là, je vois qu'il est en 20e, mais il est toujours à 1,3 secondes de différence. Puis là, Ouais. je fais OK, mais qu'est-ce qui se passe? Puis là, finalement, on entend que son transpondeur ne fonctionne pas. Par conséquent, on ne sait pas il est où, mais on sait qu'il est encore en deuxième, mais on n'a plus un portrait très exact de où est-ce qu'il est sur la piste. Et justement, ça vient en conflit avec la détection DRS, là, des zones de DRS, les boucles de détection. Donc, c'est là peut-être que justement, il y a eu cette petite confusion-là. Là, il y avait besoin de son ingénieur pour lui dire OK, ben, tu l'utilises si on est à 100% sûr que tu es dans la distance de 1 seconde et que c'est légal de le faire. Donc, c'est ça qui a causé, j'imagine, tout cet émoi et c'est facile à ce moment-là peut-être de plaider sa cause parce que le transpondeur, c'est peut-être même pas la faute de Mercedes, justement, c'est peut-être la faute d'un équipement qui est fourni. Donc, à ce moment-là, il a quand même fait une bonne job, George Russell, hein. 24 tours sur les softs, là, sur les gommes tendres, pardon. À la fin, il avait annoncé que c'était plutôt une stratégie plutôt audacieuse, ce Oui. sont ses mots. Donc, 24 tours, ouais, chapeau à Russell. Et oui, j'ai eu cette pensée-là aussi pour le poids, mais je me suis dit qu'ils ont peut-être retenu leur leçon et ils ont peut-être rajouté quelques grammes à l'auto pour être sûr que quelque chose comme ça ne réarrive plus. Je vais reprendre la phrase d'Andrea Stella il y a de ça quelques. La saison dernière, je pense en F1, il avait dit lorsque tu arrives sur le circuit de Bahreïn, puis tu commences la saison, tu regardes les écuries qui sont capables de faire plusieurs tours, des relais complets en gomme tendre, comme Red Bull nous avait habitués dans les dernières saisons. Il dit, tu dois te méfier de ces écuries-là pour le reste de la saison, puisque ça veut dire que si tu passes le test Bahreïn avec comment que c'est abrasif comme Ben surface, oui. eh bien, à ce moment-là, sur d'autres circuits au cours de la saison, tu sais, lorsqu'on a parlé, là, on avait la question de Eric, c'est Eric Bolduc, de mémoire son nom, qui nous avait écrit vendredi, qui disait c'est quoi les circuits atypiques, tu sais, qu'on peut tirer des Mhm. conclusions et d'autres. Mais ce qu'on est capable de tirer de Bahreïn, une des grosses conclusions, c'est les études sur la préservation des gommes. Donc, Mercedes, très encourageant pour le week-end, là, que George a réussi à faire ça. Oui, George a fait un travail exceptionnel, mais ça montre aussi que la Mercedes est capable de ménager ses pneus, de travailler les gommes dans les bonnes fenêtres de température. C'était pas toujours le cas dans les dernières années, là. Ça a été le cas lorsque Mercedes a connu énormément de succès, mais depuis les fêtes on voyait pas ça. Donc, très encourageant pour le futur ou pour le reste de la saison. Disons qu'on peut sortir le gonflé à bloc là, du côté de Mercedes. Norris qui a eu une crampe au cerveau, il l'avait eu dans la journée de samedi, avait commis une erreur en qualification, là, positionne sa voiture Hmm. de la mauvaise façon sur la grille de départ. C'est une pénalité automatique. Là, on savait que ça s'en venait un 5 secondes de pénalité à cause de ça. C'est pas la première fois que ça y arrive à Lando Norris non plus. C'était pas le temps, là. C'était pas le temps de faire ça. Max Verstappen, vigilant, qui voit à peu près tout sur la piste, a été le Mhm. premier à prendre le micro et dire ah, Lando est mal placé. Il voyait- Ouais, ben, c'est- c'est en fait de ce que j'ai compris, c'est que Norris était dans sa boîte, si on veut, et en enclenchant la première Exactement. vitesse, il était encore en train de jouer peut-être avec le point de friction. Ça a fait avancer la voiture. Et oui, tu le dis. Verstappen était à côté. Il n'y a pas mille choses à regarder, Verstappen. Il regarde autour de lui, il regarde les lumières, puis il attend juste que ça vienne. Et c'est sûr qu'il a vu l'auto à Il a vu le Norris mouvement. bouger. Ah ouais, il l'a Ah vu, oui. tic, oh, tout de suite. Hey, c'est sûr qu'il va lever le Ah oui. drapeau. N'importe qui l'aurait fait. Ben oui. Mais comme le commentateur disait à Sky Sports, il dit Verstappen conduit son auto, conduit l'auto de toutes les autres. Il n'y a rien qui lui échappe. Donc, écoute, c'est arrivé, c'est malheureux. Je pense vraiment pas qu'il a fait exprès, Norris, mais non, c'était pas vraiment le temps de faire ça. Mais il y avait quand même une bonne avance, une bonne voiture pour composer avec ça. Mais il a quand même fallu qu'il se batte à la fin pour aller chercher son podium. Ouais. Après ça, j'ai trouvé que décision spéciale, encore une fois, essayer de prendre l'extérieur à Lewis Hamilton. Je comprends pas que c'est pas encore dans le cahier de notes de Lando Norris que l'extérieur là, sur des champions du monde, c'est le moins possible. À moins d'avoir énormément de vitesse, fera pas ça. Ce qui devait arriver est arrivé. Lewis Hamilton lui a coupé l'espace, a Tout à fait. complété un dépassement à l'extérieur de la piste. Finalement, on est assez vite du côté de McLaren pour lui dire de redonner la position. Mhm. Ça, j'ai trouvé qu'encore là, pour moi, ça va dans le livre des erreurs. Même s'il a tenté quelque chose, il a perdu du temps à cause de ça. Du temps précieux en fin d'épreuve, on ne sait pas ce que ça aurait pu faire là, comme positionnement sur le podium. Puis après ça, Charles Leclerc, une bagarre avec Charles. Elle essaye encore une fois d'aller à l'extérieur. Charles lui laisse pas l'espace. Finalement,
dit ah ma voiture était égale à lui. C'était pas vraiment le cas là. Moi j'ai pas vu ça. Je sais pas comment tu as Euh, vu ça de ce côté-là, toi. ben, je vais commencer par la portion Hamilton. Hamilton-Norris. Norris a tenté sur Hamilton quelque chose que moi j'aime bien tenter, un dépassement vers l'extérieur. Il a sorti un peu de piste, pas beaucoup, Non, limite, limite. suffisamment, limite, mais oui, OK, il a dépassé en dehors de la piste. Mais ce type de on va dire, de mouvement-là sur un pilote, de type de dépassement-là, il le sait qu'il va avoir une pénalité. Et je pense que la meilleure façon de composer avec ça, c'est de lui redonner rapidement à un endroit qui va t'avantager, juste avant une boucle de détection de DRS ou quelque chose comme ça, ce qu'il n'a pas fait. Puis ça a été soulevé, ça a été souligné d'ailleurs. Donc, tu sais, il est long, il attend peut-être d'avoir la confirmation de son équipe pour être sûr qu'il doit la redonner, mais je pense que c'est Alonso qui avait déjà fait ça, ou même Verstappen. Donc, Ben oui. les vieux routiers vont faire ça de cette façon-là, mais oui, écoute, il a tenté quelque chose, malheureusement, il est sorti, puis on va en reparler probablement des limites à ce virage-là. Pour ce qui est de la passe avec Charles Leclerc, moi, je suis d'accord que Leclerc l'a vu, il était pratiquement à sa hauteur. Il était plus que la moitié. Il était quasiment roue dans roue à un certain moment, là. Donc, je crois fermement que Leclerc l'a sorti et qu'il aurait dû avoir quelque chose à cet égard-là. Ah C'est oui, mon OK. humble, c'est mon humble opinion. Ouais. Quand je l'ai vu, j'étais là, ah, il l'a poussé hors piste. C'est tout de suite la réaction que j'ai eue. Ça serait le fun si on avait peut-être aussi l'avis de Jean-Christophe à cet égard-là. Mais en même temps, je pense que c'est peut-être un sujet qu'on va parler cette semaine sur la page, entre nous autres, etc. Mais moi, de ce que j'ai vu, j'ai eu l'impression qu'il a été poussé en dehors. Je veux pas parler pour Jean-Christophe, mais pour avoir eu plusieurs discussions avec lui, c'est il est pas très il est pas très permissif avec des pilotes qui tentent l'extérieur. OK. Disons que si un jour tu pilotes avec Jean-Christophe, il est propre, là, Jean-Christophe, c'est pas ça que je veux dire, sauf que il fera pas de cadeau à l'extérieur. C'est ce qu'il m'a déjà expliqué. Lui, pour lui, si t'as pas gagné ton point de corde, et tu décides de venir te pointer là, ben, je peux faire ce que je veux avec toi. Tu sais, je suis pas obligé de te laisser de la place. Tu sais. Fait C'est que un c'est, virage qui est très large, hein, mais moi, où j'étais la ligne content. externe. Ouais. Ouais, mais moi, j'étais content de voir Charles faire ça. J'étais pas parce qu'il l'a fait à Lando Norris, parce que je m'en fous, j'ai rien contre Lando Norris, mais dans le sens que j'aime ça voir Charles montrer ses dents. Tu sais, c'était trop facile de laisser passer la McLaren. Il fallait qu'il défende son podium, puis il l'a fait. Tu sais, il l'a très bien fait. Je trouve même qu'à un moment donné, il s'était fait dépasser, il a essayé de revenir. Tu sais, ça n'a pas été simple là, pour Lando Norris. Puis ça, j'aime ça, voir un Charles combatif. Il l'est en piste. Normalement, là, on a déjà eu des belles bagarres avec Max Verstappen puis tout ça. Sauf que c'est le côté de Charles que j'aime ça quand ça ressort, ça, ce bout-là. Moi, je voulais voir une bataille côte à côte sur une longue distance. C'est ça Mhm. que je pensais voir à ce moment-là. C'est pour ça que j'ai été déçu en même temps. Ouais, qu'il l'a coupé, mais en même temps, je pense que c'était sa seule chance. Hein. S'il laisse la McLaren venir à côté de lui, c'est fini. Oh oui, oui, très Ouais, certainement. c'est ça. Fait que il savait, là, il est pas fou. Là, tu sais, il a voulu le. Il l'a tassé. Moi, j'ai pas de. Je veux dire, c'était une pénalité ou c'était cochon. Je pense que c'était sortir les coudes. Il avait pas le choix. Il fallait qu'il sorte les coudes, puis il l'a fait. Puis, mais encore là, j'ai été surpris de Lando. Je me dis, t'as la voiture la plus rapide, t'as de la vitesse, t'as du rythme. Pourquoi t'essayes d'aller à l'extérieur? Puis ce coin-là, tu sais, je recule loin, mais c'est 2021. Je pense que Verstappen l'avait fait sur Hamilton à cet endroit-là. Puis Hamilton avait fait la même chose, l'avait déporté à l'extérieur. Puis Verstappen avait complété le dépassement à l'extérieur de la ligne. Puis il est pas fou, Hamilton, il sait. Ça va être coup sur coup, ça va être pénalité ou va devoir redonner la position. Fait qu'il fait exprès, tu prends à l'extérieur, tu vas manquer ton freinage, je vais te couper l'espace, tu vas être obligé de sortir à l'extérieur de la ligne, puis tout va être annulé. Tu sais. Fait que c'est Mhm. les gars d'expérience. Tu sais. Mais j'aimerais ça que de voir Lando Norris quand il fait une erreur, que ça soit dans son cahier de notes, puis ça ne revienne pas. Tu sais, les bons pilotes, c'est ce qu'ils font, puis je trouve que ça revient souvent du côté de Lando. Pour ce qui est des Ferrari, on dit des erreurs qu'il faut pas qu'ils reviennent. Écoute, forcé d'admettre là, que côté stratégique, ça a été les meilleurs. Là. Les Ouais. médiums, on a compris. Tu sais, on avait parlé vendredi qu'il fallait garder des gommes dures, puis que c'est pour ça probablement que Red Bull n'avait pas utilisé ces gommes dures. On en avait même fait les programmes de simulation de course en gomme tendre. Finalement, du côté de Ferrari, on avait compris les tendres de l'année dernière sont les médiums, donc les médiums vont être bons, on va y aller avec ça. On s'en avait gardé, on a décidé de s'élancer sur la piste avec des médiums, malgré que tout le monde, pas mal tout le monde est en tendre autour de nous. Il y en a d'autres qui ont fait le choix médium, mais quand même. C'est pas évident là, quand tu es dans le top 10 puis tu es entouré de tout le monde avec ces fameux pneus avec ces bandes rouges-là. Puis finalement, ben, on a mis le doigt directement dessus. Là. Moi, je pense que c'était la stratégie à faire que plus d'équipes auraient fait si on avait été en connaissance de cause.
Ben, ça donne plus de longévité en termes de performance, hein, parce que Mhm. les pneus tendent. C'est sûr, ça va permettre d'attaquer un peu, peut-être de prendre des positions en piste, mais en bout de ligne, vers la fin du relais ou en fin de course, ben là, tu te retrouves des fois un peu à avoir surusé tes gommes, puis tu n'auras plus rien pour te battre. Exactement. Puis au départ, à Bahreïn, je comprends pourquoi on prend les tendres aussi. Je la comprends, cette stratégie-là, parce que c'est très rapide. On Mhm, a des chances. Si tu décolles bien, premier virage, deuxième, tu sais, il y a une séquence de virages rapides, il y a un rythme qui se fait tout de suite quand ça commence. Donc, à ce moment-là, tu peux peut-être bénéficier d'avoir ce bon départ-là. Il y a aussi le fait que, à- après ça, ben, après une dizaine de tours, si tu as bien évalué la situation, tu sais que les autres autour de toi vont arrêter aussi. Mais du côté de Ferrari, on a décidé de faire de quoi de différent. Puis j'aime ça. J'aimais ça. Il y avait énormément de possibilités de stratégie, hein. C'était le fun pour quelqu'un mhm, comme moi qui aime beaucoup ça. Lorsque je regardais la course, je voyais plusieurs équipes sur plusieurs stratégies différentes. Ça, c'est ce qu'on voyait peut-être dans une F1 plus antérieure. Dans le temps, on voyait mhm. ça, là, des gens qui arrivaient avec une stratégie plus champ gauche. Ça, j'ai trouvé ça le fun. Puis au bout de la ligne, ce qui était encore plus plaisant, c'est que il y avait quand même, c'était pas toutes des mauvaises nouvelles, c'était pas des mauvaises décisions, puis c'était pas toutes des bonnes décisions non plus. Il y avait plusieurs parcours, il y avait plusieurs équations pour arriver à un bon Grand Prix, mais je pense encore que Ferrari a probablement pris la meilleure. Ben, Euh, oui, j'avais noté stratégie de pneus, puis j'avais trouvé ça intéressant de voir tout ce que les équipes avaient fait. Puis oui, mhm. Ferrari a bien tiré son épingle du jeu. Par contre, je veux soulever qu'Hamilton a dit durant le Grand Prix, à un moment donné, il venait de faire un changement de pneus et il a dit, je vais le dire en anglais, These tires sucks. Donc, Ouais. ces pneus sont extrêmement mauvais. Donc, il semble-t-il probablement qu'il les a pas aimés en début de relais. Peut-être Mais le bien que ça s'est langage justement. Hamilton, normalement, ça veut dire que ses pneus sont très bons. Ouais, ben c'est vrai dans le fond. J'ai pas canalisé ça, mais tu as raison. Normalement, Hamilton va exactement dire le contraire de ce qu'il pense. C'est vrai, c'est Ouais. vrai. J'aurais dû y penser. Alors, je vais tout de suite barrer cette note. C'est pas bon. Ouais, avec le temps, on commence à regarder Hamilton. Lorsqu'il dit que ses pneus sont pas bons, d'habitude, le tour d'après, tu vois dans le temps là, qu'il y avait un 100, que ça donnait un point de plus. Malheureusement, on a enlevé ce règlement-là. Là. Mhm, C'est complètement niaiseux. Mais là, c'est pas long. On t'entend Hamilton dire ça va pas bien mes pneus. Puis c'est arrivé exactement cette situation-là. C'est quoi qui est arrivé 2 tours plus tard? Il s'est retrouvé avec le petit logo mauve au ben oui. côté, là, tour le plus rapide. Donc, c'était pas si pire que ça. Côté de mauvaise stratégie, par contre, on peut pas dire la même chose de Red Bull. Puis ça, c'est rare, hein, Red Bull qui se trompe sur sa stratégie. On avait gardé les pneus durs. C'est une stratégie. J'ai eu une conversation avec un auditeur avant qu'on commence à enregistrer. Il dit, ah, ils se sont complètement plantés. J'ai dit, oui, mais j'ai dit, ils se sont plantés vendredi parce qu'on le voyait dans leur préparation de week-end ils s'étaient mis dans la tête qu'ils allaient courir en gomme dure. On s'est gardé des pneus durs pour la course. Finalement, ça n'a pas fait le travail. Il y a aussi, ce qui n'a pas fait le travail non plus, c'est les Hmm. arrêts au puits, ces fameuses lumières-là. Dans le temps, on Wow. avait le lollipop, le suçon, là. Ouais, Vous ouais, avez ouais. la fameuse pancarte qui disait Go, vas-y, arrête, break, repars. En tout cas, c'était Ouais. pas il y avait juste deux côtés au carton, il n'y avait pas tant de texte que ça, mais vous comprenez où ce que je veux en venir. Mais là, maintenant, c'est ces fameuses lumières-là, c'est la technologie. La technologie, il n'y a pas toujours de notre côté, pas toujours du côté de ce que ça devrait faire. Finalement, ça a causé des maux de tête. Il a perdu environ 10 secondes sur ses arrêts au puits. Lorsqu'on sait que Red Bull, normalement, il est capable de frôler la barre du 2 secondes, mais c'est carrément, normalement, on aurait dû perdre 4 secondes stationnaires dans les puits. Finalement, on a été dépassé de 10 secondes stationnaires. Donc, c'est pas une recette pour gagner des courses du côté de Red Bull. Plus la voiture qui a un mauvais ballon au niveau des freins. Bahreïn, c'est pas le meilleur circuit pour avoir un problème comme ça. Verstappen a quand même réussi à résister à tout ça. Puis a quand même bien positionné sa voiture malgré les circonstances. Il a même dit, je sais pas si c'était pour défendre l'équipe, que si la stratégie avait été différente, il ne pense pas qu'il aurait terminé mieux que sixième de toute façon. Ben, c'est vraiment limiter les dommages dans le cas de Verstappen là, Mhm. pour Red Bull parce que vraiment la gang s'est acharnée sur lui en fin de semaine. Là. Son premier arrêt, oui, la lumière, donc la lumière clignotait encore rouge. Après 2 secondes, c'est lui qui a décidé de partir de son plein chef. Il n'y avait personne d'autre. Tu sais, il n'y avait pas de signal ou quoi que ce soit. Le fameux teneur de Susson à l'époque aurait vu ça. Maintenant que le facteur humain n'est plus en cause, ben, cet outil technique-là peut justement apporter ce type d'erreur-là. Et au deuxième arrêt, ben, c'est son pneu avant droit Exactement. qui était encore coincé. Donc, ça a été extrêmement long. Encore une fois, la lumière n'était pas réparée à ce moment-là, mais c'est pas ça qui a vraiment causé là, ce coup-ci parce qu'il était en connaissance de cause. Mais vraiment, la gang s'acharnait sur Verstappen dans cette course-là. Donc, c'était vraiment pas sa course. Chapeau de l'avoir positionné en sixième, récolter quelques points qui pourraient être précieux pour lui là, Puis même à la pour ce qui est. fin, la voiture Ouais. de sécurité, tu sais, lui, il avait pas arrêté.
Il avait Non. déjà arrêté avant, les autres ont eu l'arrêt gratuit, mais finalement, ça l'a aidé dans son positionnement quand même. Ouais. J'ai eu des notes aussi, Sylvain Poliquin qui nous écrivait que la Red Bull en perte de rythme complet parce que a été coincé, pas capable de dépasser une Alpine, puis était coincé derrière la voiture Haas. Juste se rappeler que quand il était, lorsqu'on l'a remis en piste, là, à cause du délai de relancer la voiture, ben, ça l'a mis dans le trafic. Puis là, c'est sûr qu'on n'aurait pas prévu ça du côté de Red Bull parce que en le remettant dans le trafic avec le délai, il s'est retrouvé en sandwich avec des pneus durs, avec deux voitures qui avaient des pneus médiums. Donc, il y avait Antonelli qui le pourchassait avec des gommes qui rentrent dans des températures de performance plus rapidement. Puis, il était obligé de courir après Esteban Ocon, les Haas qui répondaient bien sur ce circuit-là, qui ont une bonne vitesse de pointe, en gomme médium aussi. Donc, il s'est retrouvé coincé là. T'es pas content, il l'a dit à un moment donné, la température, tout monte en température dans la voiture, même moi. Ça, c'était sa façon gentille, maintenant, avec la FIA, censurée de dire je Ouais. suis en Ouais. Quelque chose, c'est que c'est ça qu'il a dit. Fait en tout cas, ça pour dire, c'est la situation qui est arrivée, puis finalement, il a réussi à avoir Gasly dans le dernier virage, aménager ses pneus à la fin parce qu'il ne pouvait pas y retourner au puits après ça. Hein. Une fois qu'il s'est passé la voiture de sécurité, fait qu'il devait faire durer ses pneus. Finalement, il a réussi à le faire parce qu'on l'avait re-rentré là, après ça pour changer les gommes parce qu'on voyait que ça collait pas là, les gommes dures. Donc, on a corrigé une erreur. Une erreur qu'on avait mal, une mauvaise planification le vendredi. Donc, juste pour retourner dans la liste, parce que j'ai peut-être devancé un peu. Piastri premier, deuxième Russell, troisième Norris, Leclerc quatrième, cinquième pour Hamilton, et là on est arrivé à sixième Verstappen. Gasly septième, performance incroyable. Mhm. On a hésité, on aurait pu alterner à les titres. Pilote du jour, ça aurait pu être Pierre Gasly. Pilote d'écart, qui a élevé son niveau de jeu, ça aurait pu être Oscar Piastri. Finalement, on a décidé d'aller Piastri, pilote du jour, on était d'accord pour ça. Puis le Mhm. pilote d'écart incorporé de la course du Grand Prix de Bahreïn va à Pierre Gasly pour avoir élevé son niveau comme des cœurs font, des cœurs construit des escaliers, aide les gens à aller à l'autre niveau. Ben, Gasly, lui, il a atteint l'autre niveau avec une performance incroyable au volant de sa Alpine. L'écurie française n'a pas marqué de points depuis le début de la saison. On se tourne vers qui dans ce temps-là dans une équipe sportive? On se tourne vers nos leaders. Le leader, le pilote de l'écurie qui se doit de la traîner vers le haut, c'est Pierre Gasly. Il a répondu à ça en marquant les premiers points d'écurie. Il a travaillé fort, ça s'est passé vendredi avec ses séances d'essai libre, mais bien sûr, samedi avec une qualification cinquième, on gagne un positionnement en piste. Il savait qu'il céderait des positions au cours de la course, mais il les a défendus très cher et il termine septième. Je trouve ça incroyable. Et il termine juste devant Esteban Ocon en plus. Ben oui. Ben oui, ben c'est bien pour moi. Puis chapeau à Gasly parce qu'il y a quand, tu sais, on a vu souvent des pilotes des fois qualifiés de façon, on va dire au-delà des espérances et de perdre énormément de positions. Ben lui, il a quand même réussi on va dire, à limiter encore une fois les dégâts. Partait quatrième, finit septième, donc avec beaucoup de voitures plus rapides derrière lui. Donc chapeau à Gasly là, pour avoir élevé son niveau d'un cran. Exactement. Puis ça, on aurait pu donner des honneurs à Ocon aussi, que pas une Très fin de semaine, certainement, oui. pas une fin de semaine facile après un accident en qualification. Arrive là, huitième. Il venait d'avoir le nouveau plancher aussi cette saison pour, euh, pour égaler ce qu'on avait donné à Berman la semaine d'avant. Tsunoda, neuvième aussi, marque les premiers points, ses premiers points Mhm. chez Red Bull. Premier point d'une autre voiture pour l'écurie autrichienne depuis longtemps. Yuki Tsunoda, neuvième. Ça n'a pas été facile. On se le cachera pas. Selon moi, il aurait dû être pénalisé pour avoir bousillé la voiture de Carlos Sainz. Je sais pas Ah ton oui. avis là-dessus, là. Si tu trouves que Leclerc aurait dû laisser peut-être un peu de place à Norris, j'imagine que t'as pas vraiment apprécié le geste de Tsunoda qui a détruit la course de Carlos Sainz. Ça n'a pas été pénalisé. Ça, j'ai été Ben, surpris. en même temps, c'était bien malgré lui. C'est sûr que là, quand il est sorti du virage, il a perdu l'arrière de la voiture et c'est son pneu arrière qui est allé prendre le ponton latéral de Carlos Sainz. Ça a brisé l'auto à Carlos Sainz. Ben, l'auto à Carlos Sainz a été brisé à quelques reprises, là, mais c'est ce qui a fait le Oui. plus de dommages. Donc, on a vu les pièces de carbone aller un peu partout. C'est même ce qui a causé la voiture de sécurité, selon toute vraisemblance, parce que je trouve qu'elle est arrivée un peu tardivement, la voiture de sécurité, après cet Oui. accident-là. Donc, ça, c'est quelque chose que je voulais soulever aussi avec toi. Là, mais oui, fait que Tsunoda Sainz, oui, probablement.
Ben, c'est parce qu'il n'y a pas eu de. Tu sais, c'est un contact en piste, donc je pense que c'est pour ça qu'il n'a pas été pénalisé. Il aurait pu avoir de quoi, tu sais, causer une collision, mais c'est pas quelque chose qui a fait perdre de position immédiate, je crois, à Carlos Ouais, Sainz. on Donc, dirait c'est qu'ils ont peut-être. trop pris de temps à voir le trou qu'il y avait dans le côté de Ouais, c'est l'auto. Tu sais, ça. Donc, ça. c'est un peu nébuleux, mais oui, c'est sûr que c'est lui l'instigateur de ça, mais évidemment, il n'a pas fait exprès de perdre le derrière. Il faisait de la course, donc c'est bien fâcheux pour Carlos Sainz, mais il y a eu du carbone. Tu sais, c'est arrivé. Il y a eu deux contacts entre Carlos Sainz et Yuki Tsunoda, de toute Mhm. façon, puis il y a eu du carbone partout sur le circuit. Bon, on a Donc, jugé que les deux étaient dans le tort, là. On a dit euh, 50-50, puis on les a laissés vivre avec leurs choses. Sauf que, ouais. tu sais, je trouvais que Yuki Tsunoda s'est présenté dans le virage, n'était pas en parfait contrôle de sa voiture, c'est ce qu'on leur demande d'habitude. Des fois Mhm. aussi, peut-être que je punis pas nécessairement, peut-être que je suis plus en réaction parce que ça a fini la course à Carlos Sainz, puis il y avait évidemment un trou immense dans le côté de sa voiture, il pouvait pas Ouais. poursuivre. Donc c'est sûr qu'elle se cote. Mais tu sais, je veux pas, je sais que c'est négatif là malheureusement, mais il faut juste dire les choses en perspective. Je peux pas en parler. J'ai vu ça. Oui, c'est le fun de voir Yuki Tsunoda prendre confiance. Il va prendre les points. Red Bull va les prendre, bien sûr. On critiquera pas ça, mais quand même. Un autre qui, on aurait pu donner un titre là, facile là, de pilote de la journée ou de des cœurs, mais on y en a déjà donné cette année. Mais c'est Oliver Burman. Mhm. Pas facile en qualification dès le départ. Juste avant, tu m'as parlé, tu voulais parler de quelque chose de la voiture de Ouais, sécurité, ben, hein? en fait, j'ai trouvé que moi, quand j'ai vu les pièces de carbone sur la piste, Ouais. et puis on en parle des fois, hein, des différences entre les séries ou tout ça. Donc, j'écoute beaucoup de NASCAR. Puis aussitôt qu'il y a un débris sur une piste de NASCAR, tout de suite, il y a un drapeau jaune. Évidemment, c'est des tours plus courts ou quoi que ce soit, mais il n'y a jamais de zone grise. Et ces débris-là peuvent causer des débris, des crevaisons. On l'avait vu l'année dernière, c'est pas Bottas qui avait ramassé Un une miroir. pièce, un miroir. Donc, je comprends pas pourquoi c'est aussi long que ça avant qu'on déclenche une voiture de sécurité. On a toujours l'argument, ah ouais, mais c'est pas dans la ligne de course. Oui, mais si un pilote veut faire un dépassement ou si quelqu'un est Ben, ralenti dans la c'était ligne de course, il y a pas de zone grise, là. combien de S'il y a des bagarres débris on a, sur la piste, c'est ça. combien de bagarres on a vu au virage 1? Ouais, non, c'est ça. Tu peux pas laisser ça là. Non, non, exact. Mais je comprends. Même à cause qu'ils ont pris du temps à réagir, j'ai eu des questions. Il y a des auditeurs qui m'ont écrit, qui disaient, Hey, c'est quoi cette voiture de sécurité-là qui sort de nulle part? Tu sais, il y en a qui ont Mhm. manqué le détail des débris ou que là, ben, les débris, il me semble, on voit des situations, oui, c'est sûr qu'on voulait pas reproduire ce qui est arrivé, mais il y avait tellement de, tu sais, c'est tellement un coin névralgique, le virage 1, qu'on pouvait pas laisser ça là. Sinon, justement, à la fin, Norris, Leclerc, toutes les bagarres qu'on a eues là vers la fin où ça aurait causé des problèmes. On aurait probablement un de ces pilotes-là qui aurait eu une crevaison. Berman, 10e, Antonelli, 11e. Encore une belle performance. On a bousillé sa course du côté de Mercedes. Erreur stratégique. On l'a pas mis sur les bons pneus. C'est ce que j'avais mis dans mes notes et c'est ce que Toto Wolff a dit aussi après la course, comme quoi qu'on on lui a pas donné les bons pneus lors de l'arrêt au puits. Ça a été, ça a coûté cher parce que normalement, il aurait été d'un point. Qui met C'est Antonelli. fâcheux. Ouais, très Ouais. fâcheux pour Antonelli. Il avait bien placé sa voiture. Donc, il a fallu qu'il compose avec ça. C'est fait dépasser par Carlos Sainz au virage 10. Puis Carlos Sainz a vraiment, on va dire, plongé, pas nécessairement pousser Antonelli en dehors du circuit, mais ça a fait que Antonelli a très bien réagi, soit dit en passant, l'a vu hein, du coin de l'œil. Il n'y avait pas le choix de continuer tout droit, sinon il allait percuter l'auto de Carlos Sainz, mais ça l'a obligé à prendre une trajectoire vraiment atypique. Là. Tu sais, on continue tout droit et on braque beaucoup. Et là, on repart vraiment beaucoup plus lentement sur la grande ligne droite. Donc, ça a été fâcheux. Là. Je trouvais ça un peu fâcheux pour Antonelli, mais il a Oui. bien réagi. Donc, C'est encore de la belle expérience. ah, tout C'est à fait. surtout. Mais c'est dommage parce qu'il aurait été encore des points. J'ai Ça a pas de été misère évité à de croire. justesse, en tout Ouais. cas, comme accident. Oui, oui, de justesse, exactement. Albon, 12e. Ensuite, Adjar, 13e. Mauvais départ d'Adjar, puis c'est pas mal ça qui a coûté cher pour le reste de la course. Doohan, 14e. C'est sûr que c'est plate, là. Moi, je trouve qu'il a bien fait, Jack Doohan, dans l'ensemble de la fin de semaine, mais quand ton coéquipier fait si bien comme Pierre Gasly, ben, tu parais Mhm. mal dans ce temps-là. Très Ça vient un certainement. peu diluer ta performance. 15e pour Alonso. On est nulle part du côté d'Aston Martin. C'est sûr que oui, on s'attendait d'avoir notre directeur technique, Enrico Cardile, plus rapidement. Ferrari veut pas le donner, cette bonne guerre. On fait la Mhm. vie dure, on veut pas donner un directeur technique à Aston Martin tout de suite. On dit non, faut attendre un an, ça fait partie de son contrat. Donc, c'est sûr qu'on est un peu près à dépourvu. Je pense qu'à Aston Martin, on croyait l'avoir plus rapidement. Finalement, c'est pas le cas. Donc, on essaie de faire avec la situation, mais c'est pas facile. Puis on le voit là, la voiture, il y aura pas. Ah, ça va être une saison très difficile pour Aston Martin. Donc, on peut déjà prédire que le cinquième rang du championnat constructeur va être occupé par une écurie différente que l'écurie aux voitures vertes.
Ouais, bon, Ça on a l'avait été... prédit en Ouais, début d'année, c'est puis ça. mais bravo à Stroll d'avoir fait des points en début de saison, là, mais là, si la tendance se maintient, ça se peut que ce soit les seuls. Là, la priorité chez Aston Martin, c'est oui, construire la voiture de 2026, mais Ouais, c'est garder Fernando Alonso heureux. Ça, c'est pas ouais, facile. deux Parce choses. que, parce qu'un Fernando content, c'est le fun, mais un Fernando pas content, là, ça peut Non, causer mais des... en même temps, il sait à quoi s'attendre cette année, puis il Oui, sait que le bonheur est à venir, là, tu sais, qu'il faut qu'il ronge son frein. ça va bien aller. Ensuite, Liam Lawson, 16e. Pas évident pour Liam Lawson comme week-end, pas Hum, facile. Des non. pénalités, des accrochages. J'ai été téméraire à l'endroit de Hülkenberg aussi. C'est ça, c'était pas idéal. Mais Stroll, il a on le joué. dit, là, c'est pas son bon week-end. Bortoletto, ben, il fait avec ce qu'il peut, là. C'est pas évident, mais il est là. Puis Carlos Sainz, on l'a dit, il n'a pas terminé à cause de Yuki Tsunoda. Et la nouvelle est tombée après le Grand Prix du côté de Stack Sauber. On a mis la voiture trop basse. Pourtant, ça a pas vraiment aidé les performances. J'imagine que Non. Bortoleto avait la bonne hauteur. Mais du côté de Hülkenberg, ben, un peu à l'image de Lewis Hamilton, situation qu'on a vue aussi plus tôt dans la saison, mais aussi à Austin il y a quelques saisons. Les fameux patins en bas qui servent de protection ou d'évaluation à la FIA pour être sûr qu'on met pas les voitures trop basses, peut-être dans la vie des pilotes en danger. Puis à ce moment-là, on a joué avec le feu, avec ça, on était trop bas. Donc, on a été disqualifié automatiquement de l'épreuve. Il ne reste pas beaucoup de temps, Mhm. François. Bien sûr, le temps file, on a du plaisir, puis ça a été, Toujours. il y a eu beaucoup d'informations. Je voulais quand même dire que dossier à suivre au cours de la semaine, ça a chauffé entre l'agent de Max Verstappen, Raymond Vermeulen, qui a été vu en chicane selon Ted Kravitz, qui est l'envoyé spécial de Sky Sports dans les pluies, qui n'en manque pas une. Pas toujours d'accord avec le gars, mais quand même fait un très bon travail, il est partout. Mhm. Ben, il a vu Raymond Vermeulen en venir avec une discussion assez animée entre lui et Dr. Helmut Marko. Donc Raymond Vermeulen, c'est l'agent de manager, agent de Max Verstappen. Donc, on ne sait pas pourquoi il se chicanait. Peut-être que Dr. Marco a pris la dernière Kit Kat dans la distributrice chez Red Bull, mais ça pourrait être aussi les situations de performance. Donc, on fait que spéculer, mais il y a quand même eu une situation. Ça a été rapporté, on vous le rapporte aussi. Donc, peut-être à surveiller au cours de la semaine. François Goulet, en remplacement de Kevin Fontaine, que lui et son épouse Janie donnaient naissance au petit Kélian aujourd'hui. On peut dire que la famille, même la famille du F1 Podcast a grandi. Donc, Tout à c'est fait. pour ça que François Goulet, à main levée, est venu nous aider aujourd'hui. Et ça a été un bonheur de t'avoir avec nous, François. Je te souhaite une super semaine. Et on se reparle déjà vendredi, nous autres. Oui, on se voit vendredi. Merci à toi pour l'invitation. Merci à tous pour les mots sur la page, l'attention et toute l'énergie que vous mettez à participer au F1 Podcast. Puis au plaisir de se voir vendredi pour le guide du prochain Grand Prix. Salut François, bonne semaine. Bye bye. C'est ce qui complète notre épisode du lundi 14 avril. Notre prochain rendez-vous sera vendredi prochain en marge des séances d'essais libres au Grand Prix d'Arabie Saoudite. Et d'ici là, je vous invite à nous rejoindre sur les différents réseaux sociaux, notamment sur Facebook, X Twitter ainsi que Instagram, et à vous abonner à nos chaînes Spotify et YouTube et activer la petite cloche question de recevoir une notification lors de la publication des nouveaux épisodes. Mon nom est Martin Simon, Simon avec un C. Je vous remercie de faire confiance au F1 Podcast et je vous souhaite une excellente semaine.